L'ethnopsychosomatique relationnelle, le paradigme allergique. Alors, c'est un travail qui se propose en deux parties. Je vais vous proposer... C'est un travail qui se propose en deux parties. Je vais vous proposer aujourd'hui la première partie. Elle est essentiellement théorique et conceptuelle. La deuxième sera clinique et elle abordera à partir d'un patient la notion de psychose et d'allergie. Bon, alors aujourd'hui c'est théorique, je pense que vous allez avoir affaire à des choses que vous avez déjà écoutées, mais on va commencer d'abord par définir mon titre pour un peu situer les choses. Alors, effectivement, ethnopsychosomatique relationnelle, je vais un peu m'essayer, je dirais, à expliciter, je dirais, ce terme, ce vocable. Alors, le courant que développe Sami Ali est celui de penser l'unité en dehors de tout a priori, afin de dépasser, comme vous le savez, le clivage corps-esprit, pour comprendre l'homme dans sa réalité concrète d'unité et instaurer une globalité composée d'une diversité relationnelle. C'est important de poser les choses d'emblée. L'épistémologie relationnelle interroge la réalité humaine en termes de psychique relationnelle et non l'âme ou l'esprit, et de somatique relationnelle et non le corps. La diversité relationnelle est au sein donc d'une unité afin d'établir des liens multiples et variables. Ces liens sont pensés entre plusieurs dimensions pour parvenir à l'unité. Les 5 dimensions qui déterminent la relation sont l'espace, le temps, le rêve, l'affect et l'ethnologie ici, en considérant que les données culturelles sont intrinsèques comme extrinsèques à tous les modèles dimensionnels, étant donné qu'ils sont véhiculés par la langue que l'on parle, donc par le langage. Nous choisissons l'allergie pour l'ensemble des formes qu'elle peut prendre à travers ces 5 dimensions relationnelles. Et c'est en ce sens qu'elle est, pour l'exposer, paradigmatique. Alors, l'incidence des allergies a augmenté dans le monde occidental au cours des 20 à 30 dernières années, à tel point qu'elle pose désormais un important problème de santé publique. En effet, l'Organisation mondiale de la santé classe les maladies allergiques au 4e rang des maladies chroniques, qui est en passe d'ailleurs devenir la 3e. Il y a 150 millions de personnes en Europe qui souffrent de maladies allergiques. On ne parle pas d'allergie comme ça ponctuelle, c'est de la maladie allergique. Sa singularité réside donc dans le fait d'être une pathologie individuelle et collective, une pathologie transgénérationnelle, d'impasse comportementale et biologique. D'où la question: est-ce un comportement de type fonctionnel qui se transmet ou un héritage génétique stricto sensu? Quel est le premier, de l'œuf ou de la poule? Alors, en attendant de pouvoir répondre à ce type de question ou à la question, on peut admettre que quand il y a l'œuf, il y a la poule. Ce serait en quelque sorte indissociable. Cela pour partir d'un autre point de vue, celui de penser que toute origine implique un lien, une relation. Donc ça, c'est le concept cher à Sami Ali, le relationnel, en tant qu'il est fondateur, qu'il a un pouvoir originel. C'est à l'aide donc du concept de la relation tel qu'il est défini par Sami Ali que nous allons tenter d'investiguer certains facteurs propres à l'allergie. Alors, je vous rappelle sa définition, la relation étant le processus originel qui préexiste au terme qu'elle est censée relier. Ça veut dire que c'est la relation qui est importante et non pas les termes. Et c'est ce qui se passe
entre les termes qui font les termes dès le départ. C'est-à-dire c'est ce qui se passe entre les choses qui font les choses dès le départ. Puis par la suite, il y aura effectivement des interactions qui vont s'établir de façon beaucoup plus complexe. Ce point de vue relationnel, donc, va nous permettre d'investiguer 3 modes relationnels concernant l'allergie afin de tenter d'y trouver un dénominateur commun. Alors, c'est un peu ça le but de mon travail, c'est pas de rentrer dans des notions de causalité, mais c'est de s'apercevoir par rapport à ces 3 registres que je vais développer, le dénominateur commun, c'est-à-dire montrer qu'il y a des corrélations, qu'il y a des mises en relation. Les 3 registres sont la relation biologique et immunitaire, la relation mère-enfant et la relation avec la culture et l'environnement. Je vais donc développer ces 3 registres. Alors, en premier, on va commencer par la relation biologique et immunitaire. Notre propos commencera bien sûr par la prédisposition génétique. Alors, s'il n'existe pas de gène de l'allergie à proprement parler, il y a bien une prédisposition génétique concernant l'atopie, et ça c'est avéré. L'atopie se traduit par une surproduction par le système immunitaire d'anticorps IgE, spécifiquement face à des substances allergènes. L'atopie, c'est l'allergie essentielle. Il existe 81,6% d'héritabilité chez les vrais jumeaux. Par ailleurs, un enfant dont les parents ne sont pas allergiques a un risque autour de 5 à 20% d'être allergique. Cette fréquence augmente à 20-40% si l'un des 2 parents est allergique, et ce risque peut atteindre 60 à 80% si les 2 parents sont allergiques. Alors, quel est le phénomène génétique sur le plan immunitaire, stricto sensu, qui peut expliciter ce processus collectif? Alors, les dernières découvertes, que sont l'épigénèse, avec la mise en évidence d'un ARN sociétal, et l'épimimétique, qui signifie la transcription du comportement collectif et groupal, démontre que l'histoire personnelle ou le mode de vie peuvent agir sur les gènes sans qu'il y ait de mutation de l'ADN. En effet, l'épigénétique désigne les processus moléculaires permettant de moduler l'expression des gènes qui ne sont pas fondés sur des changements dans la séquence de l'ADN. Outre le patrimoine génétique hérité des parents, qui confère des susceptibilités à certaines pathologies, les modifications épigénétiques constituent la mémoire des événements vécus, bénéfiques ou délétères, tout au long du cycle de la vie, et cela dès le stade in utero. La confrontation ultérieure à un environnement défavorable permettra de révéler ce type de susceptibilité avec le développement de pathologies diverses, dont nombre de maladies chroniques complexes. Et je n'aborderai pas la question des pathologies auto-immunes, puisqu'on va rester essentiellement, je dirais, sur l'allergie. Cette définition de l'épigénétique, ou ce travail de l'épigénétique, est tiré effectivement d'une revue médicale importante à Liège qui date de 2012. Le travail a été fait par Chine et Jiet, et où ils ont démontré que un peu le rôle de l'environnement dans les maladies complexes. Que nous dit par ailleurs la neurobiologie? Jean-Pierre Changeux nous apprend qu'au cours du développement précoce, durant le langage parlé, 10 milliards de synapses se font par seconde. C'est pendant cette phase postnatale en voie de constitution qu'il se produirait une internalisation du monde extérieur au sein de l'enveloppe génétique, intégrant la vie culturelle et sociale à l'organisation cérébrale. Alors Changeux va beaucoup plus loin, puisqu'il parle d'un contrôle génétique associé à une épigénèse sélective. En fait, il crée un nouveau darwinisme. Très intéressant, je ne vais pas développer ça malheureusement parce que mon travail est trop long. Mais en tout cas, c'est une vraie révolution
montrer ce rapport, je dirais, au culturel. Donc, l'influence du milieu dans lequel on vit et avec lequel nous établissons des relations, sur les deux versants de la relation, simultanément psychique et somatique, reste essentielle. Cette transmission allergique est relationnelle, d'ordre biologique, c'est-à-dire génétique et immunitaire, mais également d'ordre environnemental, sociétal, comportemental, comme nous l'indique l'épigénèse. Une chronicité générationnelle créant les mêmes attitudes et les mêmes craintes. Alors désormais se pose la question de savoir comment cette réaction trouve sa place dans la relation à soi et au monde pour qu'elle puisse se transmettre ainsi et favoriser l'indifférenciation et la répétition tant sur le plan immunitaire, comme avec les pathologies auto-immunes, qu'à travers une véritable systématisation de la relation. L'étude et l'observation clinique, en tout cas d'un certain nombre de patients atteints d'allergie, nous révèlent cette sensibilité d'ores et déjà individuelle à la relation. Effectivement, on peut faire une crise d'asthme par l'intermédiaire du pollen, mais on peut faire aussi une crise d'asthme parce qu'on se dispute avec sa mère, par exemple, lors d'une situation conflictuelle. Sur le plan de la recherche, des travaux comme ça, qui passent un peu inaperçus, mais qui sont très clairs, par exemple, dans les travaux de Borges Jean-Philippe de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, qui démontrent que l'exposition précoce à des allergènes potentiels est associée à un risque plus élevé d'être allergique. Alors, il va prendre l'exemple des enfants nourris au lait maternisé, non laités, qui énonce aussi qu'ils sont en même temps soumis à une autre forme de relation, plus à distance de la mère et du lait maternel, les exposant de facto à d'autres allergènes alimentaires au cours des 6 premiers mois de la vie. L'étude montre que ceux-là auront davantage de risques de développer des allergies alimentaires et une dermatite atopique au cours de leur première année de vie. Ainsi, dans l'expérience relatée, il y a toujours une composante relationnelle à la fois d'ordre biologique et psychologique. Ces deux exemples, loin d'être exhaustifs à propos du déterminisme du symptôme allergique, démontrent qu'il est d'ordre relationnel, englobant la biologie et l'interaction humaine, et avant, pendant, après la naissance. Ainsi, il échappe à toute tentative de symbolisation ou de somatisation hystérique ou fonctionnelle. Alors ça change avec la psychanalyse, puisque si on prend les travaux de Marty, c'est plus lié à un phénomène de régression qui va, au fond, aboutir à une psychopathologie, et ce sera, je dirais, dans le cadre de la psychopathologie, une expression, je dirais, de type fonctionnel en termes de somatisation issue de ce principe de, je dirais, voilà, on revient sur le refoulement, le retour vers refoulé, etc. Alors ici, pas du tout, c'est d'emblée proposé qu'il en va de la dimension relationnelle. On va aller plus loin tout à l'heure. Pour poursuivre cette investigation relationnelle du biologique, on va maintenant approfondir, après avoir vu le côté de la génétique et de l'immunité, on va approfondir le processus immunologique. Alors, l'immunologie, au cours des études médicales, a traditionnellement été définie comme la discipline qui étudie les systèmes de défense des êtres vivants contre les organismes pathogènes susceptibles d'induire des maladies, s'agissant de micro-organismes comme les virus, les bactéries, ou de macro-organismes comme les parasites champignons, ou même de cellules anormales. La définition de l'immunologie comme science étudiant la défense des organismes contre l'élément pathogène est fortement liée à la théorie du soi et du non-soi immunologique, un concept fondamental dans l'immunologie. Il n'y en a pas qu'un seul, vous allez voir, il y en a un autre qui est aussi concomitant. Et dès l'embryogenèse, la spécificité neuropsychique et la spécificité immunologique ont une évolution parallèle et puis se différencient. Pareillement, tous deux sont des systèmes de relations éminemment protecteurs face au monde extérieur. Tous deux sont aptes, dès la conception, à reconnaître et à traiter une multitude d'informations dont les traces seront mémorisables. L'immunité est souvent nommée métaphoriquement par les immunologues le deuxième cerveau mobile et périphérique. Ainsi, les processus de mémorisation et d'intégration, garants de l'histoire individuelle, concernent ici les deux plans, immunitaire et psychique.
De quoi sont constitués les avatars de la réponse immunitaire dans les phénomènes d'hypersensibilité comme l'allergie? L'allergie est une réponse inappropriée, démesurée, contre des antigènes inoffensifs, dont la plupart d'entre eux sont des matières inertes et non vivantes, autrement dit absents du répertoire antigénique. À partir de là, nous allons quelque peu vulgariser les propos scientifiques afin d'être un peu syncrétique, parce que l'immunologie, c'est une discipline à part entière, y compris dans la médecine, et qui est assez complexe. Donc, on est obligé de passer par cette idée de la syncrétiser, de la vulgariser, si vous voulez, ici, parce que sinon on y passerait la matinée. Ainsi, nous pouvons constater que d'une part, se déploie une défense massive d'anticorps contre un ennemi inoffensif, et d'autre part, une difficulté à le reconnaître parmi les anticorps eux-mêmes, puisque le complexe auto-immun qui largue l'histamine s'effectue à partir d'anticorps qui s'auto-attaquent. Le paradoxe, la contradiction au sein de la relation biologique sont les formes d'une impasse biologique qui surgissent lorsque la différence s'impose à travers l'intrus non reconnu et non reconnaissable, potentiellement, l'intrus étant l'allergène. Le système immunitaire devient étranger à lui-même et au même titre que l'intrus et s'auto-attaque parce qu'il ne se reconnaît pas. Ça, c'est ce qu'on peut observer stricto sensu à propos de la relation et de la relation biologique, bien entendu. Normalement, chez le sujet non allergique, la reconnaissance intégrative du différent, en l'occurrence l'allergène, chez l'homme, nécessite un apprentissage de la reconnaissance immunitaire, de la reconnaissance en premier lieu du soi immunitaire pour obtenir précisément ce que les immunologues appellent une tolérance du soi. Et ça, c'est un concept hautement immunologique parce qu'il va conditionner au même moment la distinction claire du soi et du non-soi immunitaire. Le fonctionnement immunitaire allergique, lui, apparaît donc de nature conflictuelle quand il se trouve en situation relationnelle avec l'allergène, traduisant par là une difficulté à la distinction claire du soi et du non-soi. En résumé, la question essentielle chez l'allergique, du point de vue immunologique, c'est comment distinguer le soi du non-soi en présence de l'allergène. Quant à la pathologie, sur ce même plan, elle ne saurait se déduire du seul fonctionnement car elle nécessite elle aussi une situation relationnelle impliquant l'allergène. Oui, pas que le fonctionnement, il y a toujours des situations relationnelles. Pour conclure ce premier registre, la pérennité de l'allergie, acquise génétiquement durant ces dernières générations, serait en lien avec un soi immunitaire mal posé pour reconnaître à une juste place l'élément étranger à l'organisme. Voilà pour l'investigation de ce premier thème qui concerne la génétique comme l'immunologie. On va aborder maintenant quelque chose que vous connaissez sans doute et qui est, cette fois-ci, la relation mère-enfant, et va soulever un peu la même question à propos du soi et du non-soi. Qu'en est-il, justement, du sentiment d'être soi face à un autre et de cette dimension de l'altérité? Alors, évidemment, on va rester sur les traces de Sami Ali et de Jean-Marie Gauthier, et en partant de ce qui vient d'être proposé, c'est-à-dire l'héritage allergique est ici une relation originelle au niveau biologique qui s'installe avant la naissance, se développe dès la naissance pour créer la personnalité allergique, où la somatisation allergique reste une potentialité permanente, tributaire du relationnel au sens global du terme. Alors, si la problématique de l'identité chez l'hystérique concerne l'identité de sexe, si la problématique de la psychose concerne l'identité symbolique, la problématique de l'identité chez l'allergique concerne l'identité de visage. Et je vous renvoie aux nombreux travaux du CIPS qui apportent justement quelques lumières sur certains aspects, je dirais, de la relation, en remettant précisément en question certains concepts psychanalytiques. Évidemment, ça ne se passe pas dans l'intrapsychique, ça ne se passe pas comme mécanisme interne, mais ça se passe dans le relationnel, comme je l'ai déjà proposé. Le rôle du visage
est important pour le développement du bébé. Alors ça, ce sont des rappels pour vous, sans doute. D'emblée, l'interaction visage-visage, par l'intermédiaire de la vision précoce, va produire chez l'adulte une modification du tonus, de la mimique, de la rythmique, de la tonalité vocale, créant ce qu'on nomme une rétroaction positive avec le nourrisson. Cela veut dire que plus les expressions naturelles chez l'adulte qui observe le bébé sont présentes, plus les expressions sur le visage du bébé sont visibles. Ainsi, plus la mère sourit à l'enfant, plus le sourire chez l'enfant est fréquent. Certes, l'œil est un attracteur de communication important, et les travaux des neurobiologistes font allusion à un récepteur spécifique au visage. Ils proposent au bébé 3 visages, un visage stylisé avec les traits, les yeux, le nez, la bouche, un visage vide et un visage chaotique avec le nez en bas, les yeux en haut, enfin bref, chaotique. Et effectivement, le bébé va se retourner vers le visage stylisé. Après 36 heures, le bébé regarde le visage de la mère et effectivement regarde aussi, ou va observer plutôt le visage stylisé que le visage chaotique ou le non-visage. La mise au point de la vision binoculaire, non sans épreuve relationnelle, autour de la distance et de la constance de la présence maternelle, reste nécessaire pour permettre la projection visuelle et créer un espace visuel imaginaire et sensoriel. Cette mise à distance de l'image va créer une profondeur propre à une perspective d'origine binoculaire, c'est-à-dire illusoire comme dans le miroir. Grâce à la mise en place du parallélisme des yeux, stimulé par le parallélisme des yeux maternels, le bébé voit enfin nettement le visage de sa mère. À cette époque, voir devient se voir. C'est toute l'allusion aux relations proobjectales dont nous parle parfois le narcissisme freudien. À partir de là, comment le visage de soi se dégage du visage de la mère? Alors on va prendre un petit peu les moments que Samy Handi nous propose à propos du visage, dans 3 moments. À l'origine, pas de visage. Il faut admettre que le visage est visible pour tous sauf pour soi-même. Il n'existe que du point de vue de l'extérieur. Le non-visage existe en tant que condition initiale, que l'homme partage aussi avec l'animal, entièrement tourné vers le dehors. On peut voir l'animal, il ne peut pas se regarder. Dès qu'il y a une stimulation, c'est surtout l'extérieur qu'il va investir, il ne peut pas aller se regarder dans la glace. Mais en tout cas, ce non-visage qui est au plan humain, sauf exception, dans l'autisme, il va être vite dépassé, et c'est la relation à l'autre, à la mère, qui assume ce dépassement. Deuxièmement, avoir le visage de l'autre qui est la mère, grâce à la mise en place de la vision binoculaire, concomitante de la circularité des échanges affectifs, les expressions affectives de la mère, donne une image aux manifestations corporelles du bébé. Projection et perception sont intriquées. Cette étape reste primordiale, car elle fait le lit de la reconnaissance des émotions médiatisées par le langage maternel. Si cette phase où le double existe à travers la relation miroir fait défaut, elle laissera place à une dépression anaclytique chez l'enfant. Alors, il ne possède plus d'expression faciale et la vision binoculaire aura du mal à se stabiliser. C'est l'histoire du non-visage. Ce sera tout aussi préjudiciable d'ailleurs si cette phase perdure, c'est-à-dire si elle n'est pas dépassée. Là, c'est intéressant si vous voulez, on en discutera sur la notion de ce double. 6e, 8e mois, 3e étape, l'enfant est confronté, de par sa maturité neuropsychologique, à la possibilité de percevoir le visage de l'étranger, auquel s'associe une angoisse spécifique que l'on nomme peur de l'étranger ou angoisse de dépersonnalisation. Spitz, psychiatre anglo-saxon, découvre ce 2e organisateur psychique et l'assimile à l'angoisse de perte de l'objet maternel, ce que l'expérience va contredire, puisque l'angoisse est à son comble quand la mère est là en même temps que l'étranger. L'enfant se met à aller d'un visage à un autre, à comparer visuellement les 2 visages, et lorsque la différence apparaît, l'angoisse va éclater.
Celle-ci est donc liée non pas à la séparation, mais à la perception de la différence, à la reconnaissance d'un autre visage à côté de celui de la mère qui est aussi le sien propre. Force est de conclure que l'angoisse ici est celle d'être différent de soi, c'est-à-dire de perdre sa propre identité en perdant le double. Par conséquent, elle ne signifie pas perte de l'objet maternel, mais perte de soi-même lors de la première crise de l'angoisse de dépersonnalisation. Ce sera toujours comme ça dans les manifestations d'angoisse, ce sera toujours ce sentiment de cette éventualité de se perdre en tant que personne. Or, il se trouve, quatrième étape, que les enfants allergiques ne passent pas par l'angoisse du mutuel moi, comme s'ils étaient restés en deçà de la reconnaissance du visage de l'étranger, c'est-à-dire de la différence de visage. Cela reste une constante de la personnalité allergique et de son système relationnel. La perception va disparaître au profit de la projection, ou du moins, le perçu est représenté par l'autre. On se projette psychiquement comme le visuel se projette physiquement. On voit ce que l'on veut bien croire. Illusion d'une réalité où le visuel devient l'organe majeur des sens à l'origine de cet espace en miroir, où le réel devient illusoire comme dans un miroir, et c'est la mise en place de l'espace imaginaire spéculaire. Ce gommage de la perception réelle n'est pas à mettre sur le compte d'un préconscient défectué, comme le dit Samiali, mais plutôt sur celui d'une intense activité psychique qui consiste à faire du différent un double et de l'étranger un familier. Trois mécanismes essentiels sont constamment sollicités. La projection, qu'il faut entendre comme les qualités saines du sujet qui sont projetées sur l'autre, l'identification réciproque, c'est la récupération des qualités de l'autre, cette fois-ci vers soi, et l'idéalisation de l'autre qui, dès le départ, installe une sorte de moi idéal au sein d'une complétude et qui va faire de l'objet unique l'unique objet. Ces trois mécanismes psychiques vont faire de l'autre soi et soi de l'autre. Un visage qui devient tous les visages, c'est le monde du semblable ou de l'interchangeabilité. Si l'allergie est une pathologie de la relation, l'attitude maternelle reste alors déterminante. Elle aura comme rôle principal de favoriser l'autonomie de l'enfant en lui donnant la possibilité de prendre appui sur elle afin de se séparer d'elle, et cela va dépendre bien sûr de sa capacité à être dans l'altérité. Alors on va prendre quelques cas de figure pathologiques, et bien entendu, puisqu'il y a autant d'allergies actuellement, je dirais, comme on l'a déduit préalablement, c'est donc souvent à la mère allergique qui est un peu le standard actuel. Alors, si c'est la mère allergique, la mère peut chercher elle-même un visage à travers celui de son enfant, si elle est elle-même allergique. L'enfant est investi comme projet personnel, avec plus ou moins un programme et des règles pour y convenir. Les personnalités allergiques sont multiples, à savoir qui peuvent inclure ou exclure la fonction d'imaginaire, qui ne va pas donner le même profil. L'image maternelle pour l'enfant devient par la suite un survoi corporel qui va nommer et représenter en lieu et place de lui-même toutes les fonctions somatiques et corporelles, et cela à partir des projections maternelles. Cette relation définira dès le début l'espace corporel et le temps corporel de l'enfant comme essentiellement maternel. Dans le travail clinique que je vous proposerai peut-être une autre fois, on verra plus en détail ce type de processus. L'étape de différenciation et de séparation avec la mère, s'effectuant sous cet angle, aura des conséquences sur l'autonomie des fonctions corporelles de l'enfant. Si le conflit majeur chez l'allergique existe autour de la différence soi dans soi, il existe donc sur les deux plans, immunitaire et intersubjectif. Le système relationnel de l'allergique va fonder un soi sur l'autre, autrement dit, deux qui font un. Toute mise à distance de l'autre ou toute séparation créeront des situations conflictuelles équivalentes à la confrontation de l'étranger. L'allergie va tenter de négocier ce conflit, y compris plus tardivement durant le conflit oedipien, soit en évitant la confrontation au père pour diverses raisons, soit par l'interchangeabilité avec la possibilité de faire de 3
le chiffre 4 en formant deux doubles relations identiques, redupliquant une seule image, qui est l'image de soi et de l'autre. Ça veut dire qu'au fond, on établit la même relation avec la mère comme avec le père, de manière, je dirais, presque quasiment clivée, mais ça revient à la même relation. Il ne s'agit pas ici, encore une fois, de l'ambivalence maternelle concomitante d'une situation à trois, mais plutôt d'un rapport d'indistinction établi avec l'enfant. Mais il peut arriver qu'en dépit de la projection déployée par l'allergique, la différence et la réalité s'imposent. L'allergique se trouvera alors face à l'insolubilité de son conflit. L'impossibilité d'établir cette projection, c'est donc l'impasse où la contradiction consiste à se trouver face à une différence qui est là et qui ne doit pas être là. C'est ça la contradiction. Cette situation d'impasse relationnelle engage de manière simultanée l'impasse immunitaire et l'impasse intersubjective. Tous les travaux du CIPS soulignent une corrélation négative entre la crise d'allergie et une forte crise d'angoisse, c'est ou l'un ou l'autre, crise d'angoisse qui n'est rien d'autre que l'illusion de mourir, de se perdre en tant que visage, en tant que personne. Cette impasse relationnelle, double impasse immunitaire, y compris avec le médecin parfois, et favorise l'impasse médicale ainsi que la chronicité thérapeutique. D'autres formes de relations précoces où l'identité de visage reste en deçà. La mère neutre adaptative, par exemple. La mère peut présenter un visage inexpressif, un climat de neutralité, de distance affective, où rien ne l'emporte, ni le positif ni le négatif. Une mère adaptée à son rôle de mère parfaite, souvent trop parfaite, sur le plan de l'intendance et de l'éducation, conforme aux principes, masquant un vide maternel, intérieur, un vide subjectif, sans projection. L'enfant reste condamné et suspendu dans l'attente d'un visage, développant un faux self, à l'instar des enfants abandonnés, vides d'affection. Troisième exemple de mère, la mère dépressive. La mère peut être dépressive, prostrée, repliée. C'est une relation impossible, où l'identification se fait face à une instance que rien ne satisfait, et qui crée un sentiment de culpabilité, à la fois chez la mère et l'enfant. C'est souvent le visage de la honte. Pour conclure ce deuxième registre, pour l'allergique, la difficulté réside à naître à sa différence, à une altérité constitutive d'une conscience subjective incarnée par un corps qui n'appartient qu'à soi. Entre le niveau relationnel et le niveau biologique, n'existe pas de lien de causalité, mais plutôt un lien d'unité relationnelle entre deux registres complémentaires qui sont en corrélation positive ou négative avec la symptomatologie. La relation intersubjective et la relation immunitaire sont engagés dans la même difficulté à s'auto-reconnaître. Alors, merci. Alors, on va aborder le troisième registre, le registre social, culturel et environnemental. Alors on va conserver et on va utiliser le lien mère-enfant comme midline pour poursuivre l'investigation relationnelle au niveau social, environnemental et culturel. Alors bien sûr le sujet est très très vaste puisqu'il s'agit là d'ethnologie, d'anthropologie. C'est pas évident parce qu'il y a énormément de choses, mais tenter un peu de trouver une sorte de fil conducteur. Je vais tracer en quelque sorte une sorte de diagonale historique qui se veut a priori, qui va vous paraître a priori évolutive au sens psychanalytique du terme, mais qui, de façon sous-jacente, va privilégier précisément ces dimensions relationnelles auxquelles on a fait allusion, et notamment celles concernant le temps, l'espace et l'imaginaire humain. Alors, nul ne peut nier que le XXe siècle fut le siècle de l'enfant et de la femme. Les combats menés à juste titre
se sont déroulées et enracinées principalement dans ce siècle. C'est une évidence du point de vue historique, anthropologique et psychologique. En observant l'évolution de la première cellule organisatrice qu'est la famille, on s'aperçoit que l'évolution des mœurs et des comportements se sont déroulés progressivement. Et il faut savoir qu'énormément de temps se sont écoulés pour arriver assez précipitamment au tournant actuel, c'est-à-dire en cette fin du XXe siècle, à savoir être de plus en plus en rupture avec le statut de la famille. Pourtant, ça est millénaire. Et pour cause, le statut de la femme et celui de l'enfant ont radicalement changé dans cette deuxième partie du siècle. Aujourd'hui, de nouvelles formes de relations concernent le rapport à soi, le rapport à l'autre, bouleversant ainsi les codes jusque-là maintenus dans une certaine continuité. C'est une rupture historique qui fabrique depuis de nouvelles formes de famille. Alors, selon les historiens, il faut remonter à 15 000 ans en arrière pour retrouver l'origine même de cette conception organisatrice d'un début de société que l'on nomme la famille. Ce début est concomitant de l'ère agricole et de l'élevage qui porte l'homme vers la préservation de l'espèce et donc prend conscience d'un ordre à établir en respectant l'interdit de l'inceste. Là aussi, il existe une extrême lenteur d'évolution entre la promulgation de l'interdit de l'inceste, des milliers d'années, et son application pour agrandir le groupe ou la tribu. Ainsi, à partir de cette première loi symbolique de l'interdit de l'inceste, toutes les autres lois symboliques vont s'y adosser dès lors qu'il s'agit de la survie du groupe pour la survie de l'espèce. Cette castration symboligène va entraîner l'homme de plus en plus à se soumettre à des lois. La relation symbolique sera de plus en plus induite, tribalement, socialement, s'appuyant dès le début sur la loi du symbolique de l'interdit de l'inceste. Nous assistons alors à l'organisation du couple et son corollaire en termes de loi symbolique, l'interdit sexuel de l'adultère, et un pas de plus, la famille est créée. Il y a 5000 ans, s'est forgée dans le premier mythe monothéiste la loi du père, auquel est soumise son épouse, c'est-à-dire soumise à l'interdit de l'inceste. Cette loi humaine permet l'organisation d'une base pour une cellule structurée par un chef avec comme mission de créer la famille et d'assurer une protection paternelle pour favoriser le progrès du groupe familial, mais aussi privilégier un lien mère-enfant dans le but de mieux répartir les espaces et de veiller aux lois qui les concernent face à l'interdit de l'inceste. L'importance du lien mère-enfant n'est pas sous-estimée dans ce premier monothéisme d'ailleurs. Les femmes ou les matriarches restent résistantes à l'endroit des décisions masculines et sont très souvent intervenues dans le destin de leur enfant ou de leur souhait d'enfant de façon déterminante. On peut prendre par exemple l'histoire d'Abraham et Sarah. Vous savez qu'il y avait un enfant qui était Ismaël, et puis Sarah a 90 ans dans mon sang, et il y a Isaac qui va naître, et effectivement Sarah va tout faire pour que Abraham renie cet enfant qui n'est pas d'elle et impose, je dirais, Isaac qui est censé être cet enfant. Il va y avoir gain de cause quand même. Moïse et sa mère, pareil, va convaincre le pharaon de le laisser sortir d'Égypte. Et il faut savoir, c'est intéressant ça, que le mot mère disparaît de la Torah à partir de l'écriture des 10 commandements. Les lois, donc, au début, sont destinées aux hommes pour être appliquées par les hommes et ne jamais faillir à cette construction patriarcale, c'est-à-dire une verticalité, une hiérarchisation, un pouvoir pyramidal, une différence symbolique. Cette référence à la fois mythique et symbolique, qui tenait tant bien que mal, tant que la famille ou son principe subsistait, enfin un bond avant, a volé en éclats dans les années après-guerre, et précisément dans les années 70, c'est là que ça commence.
la puissance paternelle va disparaître au profit de l'autorité parentale conjointe. Certes, les abus dénoncés de la puissance paternelle ont été des plus bénéfiques sur le plan social, mais du même coup, l'égalité progressivement a affaibli l'imago inconscient du père au sein de la famille. De plus en plus restreinte, la fonction paternelle va laisser la place à ce qu'on appelle la coparentalité. La famille a eu une longue carrière, et elle va passionner d'ailleurs beaucoup d'historiens, beaucoup de philosophes, les psychanalystes en particulier, mais surtout les économistes et les politiques. Il n'y a pas si longtemps, tout se passait au sein de la famille. On mourait, on naissait à la maison. Aujourd'hui, c'est au sein des hôpitaux que cela se passe. L'accompagnement du mourant est dédié aux infirmiers. Ce passage du familial, qui était le lieu de toutes les protections, au social ou à l'institutionnel, est censé donc prendre le relais de la famille, car il est impliqué, bien sûr, du fait des changements, des transformations sociales progressistes et progressives dans la société. Et je vous en renvoie aux travaux de Maurice Godelier qui parle d'attitude socialement logique. En effet, avec une espérance de vie à la naissance et une durée de vie plus longue, par conséquent plus de naissances et moins de mortalité, les sociétés s'organisent dès lors à travers une entraide plus systématisée et donc plus institutionnalisée. La famille, du même coup, ne suffit plus. Elle perd de sa fonction de solidarité. Depuis, on n'a plus besoin de la famille pour se protéger. Ce sont les lois sociales qui protègent. Alors, on parlait des années 70. Évidemment, c'est l'époque du baby-boom. La sociopolitique va reconsidérer la gestation maternelle à partir des découvertes scientifiques sur le bébé. Considérer dorénavant le bébé comme une personne avec des capacités que l'on ignorait jusque-là. Ce bébé devient un objet de dépassement dans le XXe siècle. À partir de là, on se met à miser sur lui, à l'investir pour réussir mieux que nous. Et plus les parents sont insatisfaits de leur vie, plus l'enfant est chargé d'espoir et d'attente. Comment s'étonner que cet enfant, qui a tant de prix, se retrouve adulé partout, devenant ainsi un projet de masse comparable à une force de persuasion collective. Tout le monde veut avoir droit à l'enfant aujourd'hui. Dolto va saisir la vague en son temps et va participer avec une influence non négligeable au courant d'individuation du bébé et de l'enfant. Vous vous souvenez de ces émissions « Le bébé est une personne » qui étaient des émissions de télévision du professeur Bartini. Le début de cette ère d'individuation a comme prémisse mai 68. La société va être dominée par l'adolescence, les Beatles. Il est interdit d'interdire. L'autorité du père est menacée et exclue de tous les registres sociaux, intellectuels, esthétiques et politiques. Alors en France, je vous renvoie à De Gaulle qui a dit « la réforme oui, la chien dit non » et il est parti. Un anti-patriarcat, du même coup, va se dresser sous la forme du MLF. Et c'est le début d'une lutte contre les différentes formes d'oppression et de misogynie, provoquant des revendications à l'égalité de tous les droits moraux, sexuels, juridiques, économiques et symboliques. La révolution sexuelle est créée et elle revendique la mode unisexe, c'est-à-dire féminisation de la masculinité et masculinisation de la féminité. Cette indifférenciation va nous mener vers une sociopolitique qui, en amont comme en aval, doit assurer une gestion du semblable, sécrétée par le système. Le concept politique de la parité va progressivement s'emparer des entités naturelles proprement différenciées, de l'homme, de la femme et de l'enfant, et dont les expressions consacrées aujourd'hui de nos jours sont la PMA, la GPA, etc. Les verrous de la censure sautent un à un. La justification se trouve dans l'homme bridé par des interdits, ne se sentant jamais livré à lui-même et surtout à tous ses désirs. Du coup, disparition du tabou sexuel. À partir de là, va exister tout un courant qui va nous mener vers l'humanocentrisme, l'individualisme. Les choses arrivent à soi, pour soi, en soi. Et de ce point de vue, la chose en soi, à propos de l'inconscient chez Freud, va être vite interpellée, et elle va vite être exploitée par le courant intellectuel et technocrate.
psychanalyse va entrer à la Sorbonne, elle va se dissocier du courant strictement scientifique pour se confondre avec une idéologie parfois. La psychanalyse prendra son essor dans les années 68 et participera à nourrir largement le courant individualiste, car il réside la même idée autour de la liberté d'expression. Cet individualisme socio-psychopolitique va créer une rupture avec l'univers familial. Et c'est en 1985 que la parenté devient la parentalité. Le mot parentalité non seulement absorbe le mot père et mère, mais il relègue la connotation sexuelle à une fonction reproductrice. La parentalité désignant une fonction et non un couple, niant par là la conflictualité du couple inhérent à la différence naturelle et à la différence sexuelle. Le duo va se substituer à la dualité. Les imagos psychiques maternels et paternels n'étant plus garants de la différence et de la protection. Et ça, c'est largement démontré par les faits de société, dépeints par la création artistique de ce siècle, avec bien sûr au départ la Vienne 1900 et toutes les révolutions culturelles, et puis la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'angoisse de la bombe atomique, le surgissement de nouvelles angoisses, et effectivement on va perdre, on va décrire, on va dépeindre la mauvaise mère, le mauvais père. Tout ça, ça se retrouve effectivement largement dénoncé ou sublimé par le courant artistique. À la place, une symétrie sexuelle mythique, niant la différence, va peu à peu être sécrétée par la société et le système. Aujourd'hui, une femme, par exemple, n'a plus besoin de demander à un homme de lui faire un enfant. Elle peut s'adresser à la science. Et cela, bien sûr, devient une toute autre réalité. Dans la longue histoire de la parenté et de la filiation, que penser de ce nouveau droit que l'on donnerait aux femmes de procréer son père? Depuis, être père et mère, c'est avant tout assumer des fonctions sociales, identiques, qui peuvent être largement détachées de l'identité sexuelle. L'effet distordu de l'égalité sexuelle a comme conséquence de créer des confusions préjudiciables à la véritable définition de l'altérité. Cette symétrie du genre sexuel n'est que l'arbre qui cache la forêt, car le modèle du semblable social, favorisé par l'individualisme, va renforcer à la racine l'anonymat antisexuel avec une intolérance à la différence de plus en plus marquée. L'homophobie, par exemple, toute autre chose. Donc, en deçà de cette différence sexuelle, symbolique, se joue tout le rapport avec ce qui est soi et pas soi. Et en l'occurrence, comme le soi doit être un tout individualiste, ce qui est étranger en soi sera intolérable, d'où l'intolérance projetée, le racisme des sociétés modernes, corrélé à la problématique du qui est qui. L'homme libre, seul, face à lui-même, soumis au surmoi social, issu de cette culture planétaire, a débuté son uniformisation par 3 mouvements précurseurs. On est bien obligé de le reconnaître. Les droits de l'homme, le libéralisme économique et le techno-scientifique. Ces 3 mouvements ont fait le lit d'un nouveau mode de pensée, de plus en plus opératoire face aux exigences du système qui ne fait que progresser. Cette interdépendance entre, d'une part, la nécessité d'être opératoire pour nourrir le système et d'autre part la nécessité d'être conforme aux exigences demandées afin de ne pas être exclu du système, va installer un cercle vicieux à travers un modèle du marché qui promet la réussite individuelle et la performance. C'est là une singularité des sociétés occidentales modernes. Il existe alors une sorte de circularité entre la cause et la conséquence, causalité circulaire, notamment pertinente lorsque l'on interroge les dimensions temporelles, spatiales, subjectives et imaginaires. Dans le travail de thèse de Jean-Marie Gaultier, consacré à la dermatite atopique, il est montré combien le développement d'un sentiment d'identité à travers une constitution du temps pose problème dès le plus jeune âge chez les enfants allergiques. Par exemple, plus rapidement que d'autres, ils s'adaptent au rythme de la vie adulte. Leur rythme se calque sur celui des adultes, notamment sur le rythme circadien, une suradaptation précoce face au temps social.
Du même coup, la difficulté pour ces mêmes enfants d'avoir un temps subjectif, propre, les prive du récit mémoriel et de la possibilité de reconstituer un récit de vie cohérent à travers un agencement temporel porteur d'un sens ou d'une direction. Cette allusion au temps et à la temporalité nous conduit plus largement à questionner la sphère collective. Le constat est clair pour nos contemporains adossés au principe du time is money. Tout va trop vite et le burn-out est bientôt inscrit au tableau des maladies professionnelles. Le temps devient strictement adaptatif, une évidence aujourd'hui, pressé par le stress, impatient de gagner, de dépenser, de jouir et de mourir même. Les hommes et les femmes font l'économie de leur expérience subjective en termes de représentation mentale que l'on nomme une vie psychique. Ce constat à la fois individuel et majoritairement collectif nous propose les mêmes enjeux quant à l'établissement d'une identité et de la capacité à s'auto-reconnaître à travers une histoire et une mémoire subjectivement articulée. Le temps va trop vite et la mémoire est pleine d'obligations, disent nos contemporains. En effet, la société, le système perd un rythme au dépend d'une cadence, et on peut déjà avoir des précurseurs avec Charlie Chaplin qui nous parlait dans les temps modernes, pour la version burlesque, où là il nous montre l'homme-objet, l'homme sans visage. Le visage racine de la subjectivité humaine, lieu de reconnaissance, prémisse de la conscience subjective du réel, se trouve nié par la reduplication du même au sens strict du terme. Et les avant-gardistes contemporains, nous avons parlé de Bacon ici pour la peinture, on peut parler de Lynch pour le cinéma, pour ne citer que, ne sont pas le produit du hasard. Ils expriment une problématique contemporaine, celle du non-visage, du monde impersonnel. Le parallèle à faire entre l'allergie individuelle et l'allergie collective concerne l'espace et le temps du sujet et celui du social dans nos sociétés européennes. Toute reconnaissance, sujet-objet, ne peut s'effectuer en dehors d'un espace-temps, constitué par le sujet lui-même, condition indispensable pour être sujet de son désir. La maladie allergique est aussi une pathologie temporelle, on dit bien qu'elle est saisonnière. L'allergique est hors temps puisqu'il est dans le temps et l'espace de l'autre. Condition supplémentaire qui l'oblige à surdévelopper sa capacité d'adaptation à l'autre, au détriment de sa propre subjectivité, en étant conforme au cadre. Le temps, c'est le temps de l'autre, l'espace, c'est l'espace de l'autre. Si l'on observe de près certaines causes collectives de l'allergie dénoncées par le corps médical, l'augmentation du nombre de césariennes, selon une récente étude publiée dans le Journal of Allergy Clinical Immunology, crée les enfants avec un risque plus élevé de développer des allergies alimentaires à l'âge de 13 ans que ceux qui sont nés par voie naturelle. Étude formelle. Les gynécologues de cette étude avancent plusieurs facteurs explicatifs pour expliquer l'accroissement des recours aux césariennes. En dehors de la peur de l'accouchement par les femmes d'aujourd'hui, qui témoignent de la peur du corps réel, qu'on peut dire de la peur de l'étranger également, il y a également l'augmentation du niveau de vie et d'éducation des femmes soumises au temps professionnel, la baisse des disponibilités temporelles du corps médical pour accompagner un accouchement potentiellement difficile par voie naturelle, mais surtout le confort de la programmation des naissances de jour et aussi les tarifs plus attractifs pour les médecins et cliniques en cas de césarienne. Le système social anonyme et impersonnel se charge d'imposer un surmoi social, se substituant au moins individuel, gérant le temps et l'espace. La conformité à la norme, données statistiques habituellement destinées aux objets, oblige à une pensée vigile, rationnelle, quantitative, pragmatique, opératoire, programmée. Je vous renvoie au livre du banal de Sami Ali, à l'image de la collectivité, l'image de soi devient anonyme, impersonnelle, étrangère, tous pareils, et il est vrai qu'aujourd'hui, toutes les minorités revendiquent la même part. Le système devient horizontal. Conclusion. Nous venons de voir comment le concept de relation nous a permis d'opérer ces trois registres, scientifiques, psychologiques, ethnologiques au sens large. Pour ces trois registres, le processus de différenciation et donc de reconnaissance serait le dénominateur commun.
Avec l'allergique, les processus relationnels de séparation nécessaires pour accéder à une identité subjective, articuler une mémoire et une histoire personnelle se heurtent à une difficulté d'intégration des relations entre somatique et psychique, comme entre soi et l'autre. Si l'on rajoute entre soi et le groupe, dès lors, comment se positionne le groupe au niveau d'une culture relationnelle concernant l'espace, le temps et l'altérité? Vaste question. Qu'en est-il de la vie émotionnelle de l'homme contemporain, de la vie éprouvée dont nous sommes censés être habités? Ce qui sous-entend le nécessaire équilibre entre imaginaire et réel. Ce que l'on constate, c'est que l'imaginaire disparaît au profit d'un réel, envahi par les exigences du système. Il faut, l'on doit, avoir, appliquer, sont devenus des termes de motifs de consultation. Un conformisme poussant à l'uniformité de penser, d'éprouver, d'exister, nous dit Salieri. L'individu dans ce contexte devient interchangeable. La différence disparaît au profit du tous semblable, avec les mêmes rêves au sens figuré du terme, mais pas de rêve au sens réel. Le rêve de sommeil disparaît des mémoires. Du coup, naissance d'un système thérapeutique d'ailleurs, qui va proposer la parade avec toutes les nouvelles techniques comme l'hypnose, la médiation, le rapid eye movie, enfin toutes ces techniques, effectivement le mindfulness, la méditation, tout ça c'est très à la mode, mais tout ça c'est très américain également. En conclusion générale, le rêve, cette fonction créatrice d'une capacité à subjectiver la réalité, à l'origine de la subjectivité humaine, est ce qui instaure l'unicité du sujet et qui a disparu dans nos sociétés de progrès, y compris au sein des courants psychanalytiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était assez dense. Allez. On va partir, vous m'entendez bien là, oui? On va partir de ce qu'on a proposé en début d'année, c'est-à-dire un résumé de ce à quoi on était arrivé. L'héritage allergique est une relation originelle au niveau biologique qui s'installe avant la naissance, se développe dès la naissance et va créer ce qu'on appelle la personnalité allergique, où la somatisation allergique reste une potentialité permanente. Et cette potentialité permanente, comme on a essayé de le démontrer, elle est tributaire du relationnel et d'un relationnel au sens global du terme, puisque vous vous souvenez que j'avais abordé à la fois la dimension biologique, immunologique et génétique, la dimension relationnelle à propos de la mère et de l'enfant, et la dimension également culturelle et environnementale. Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire qu'elle est relationnelle au sens global du terme. Alors, l'identité personnelle, c'est ce qu'on avait mis en évidence. L'identité personnelle et l'identité immunitaire posent la même difficulté relationnelle. Alors, ça veut dire que le symptôme, la somatisation allergique, elle est d'ordre relationnel, elle n'est pas du tout d'ordre fonctionnel, elle n'est pas assimilable à une somatisation. C'est un peu ce que j'ai voulu démontrer avec mon topo dans la première partie. Pourquoi ? Parce qu'elle tient une particularité propre à l'identité. Et en effet, si pour l'hystérique, la problématique de l'identité concerne l'identité de sexe, si pour la psychose, la problématique concerne l'identité symbolique, pour l'allergique, la problématique de l'identité concerne l'identité de visage. Et ça, je vous renvoie aux travaux du CIPS. Alors, on va faire un petit résumé assez bref, mais qui est absolument indispensable pour comprendre le cas clinique. Alors, le rôle du visage est important dans le développement du bébé. Alors, bien qu'il soit d'ordre tactile, le visage, il n'est pas d'ordre visuel d'emblée, et il ne le sera par la suite
presque jamais, puisqu'il sera toujours visible que du point de vue de l'autre. Effectivement, son visage, on ne peut pas le voir, à moins d'avoir un média, que ce soit l'autre ou le miroir, mais on ne peut pas voir soi-même son propre visage, il n'est visible que du point de vue de l'autre. Donc, comme Maurice faisait allusion la fois précédente, c'est vrai que si on prend le moipeau de Didier Anzieux, il faudrait s'imaginer ça comme un trou, comme une sorte de vide originel, une partie constitutive de notre identité qui reste à conquérir, et cette identité de visage ne peut s'établir que dans la relation à l'autre, portée par nos perceptions sensorimotrices, et en particulier deux fonctions primordiales également chez l'allergique, le visuel et le tactile dès le départ. Alors, cette émergence du visage exige une circularité d'échange affectif qui, à double titre, va permettre, tout ça c'est des rappels de la fois précédente, qui à double titre va permettre la mise en place de la vision binoculaire et la création d'une illusion d'identité par la réciprocité d'avoir le visage que l'on voit dans un premier temps. Le bébé voit le visage de la mère et considère que ce qu'il voit, c'est lui-même, puisqu'il n'est pas encore dans cette capacité de différencier sujet-objet. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que, effectivement, on a travaillé la fois précédente avec Maurice, il avait développé largement cette idée, je vais la reprendre très rapidement, un double narcissique qui est fait d'une familiarité étrangère ou d'une familière étrangeté. C'est vraiment cette phase de l'indistinction sujet-objet, et il nous avait rappelé l'histoire de Freud dans le wagon de train qui a eu ce sentiment d'inquiétante étrangeté, comme il l'a nommé, et il s'est rendu compte au fond que ce n'était que son image, mais il a eu une angoisse. Alors, cette double identification de soi à l'autre et de l'autre à soi va renforcer justement chez l'allergique l'idéalisation pour faire de l'unique objet un objet unique chez l'allergique. Cette forme de relation précoce, qui fait allusion à ces notions de stade indifférencié, est un préalable donc au stade du miroir, ou de la reconnaissance de soi dans le miroir au sein de l'évolution. Donc le miroir, il existe d'abord dans cette relation primordiale où il y a cette notion d'indistinction de soi de l'autre, puisque le visage qu'il voit, c'est le visage qu'il a. Dans le travail que je vais vous proposer, comme je vous l'ai dit, pour des raisons de confidentialité, je vais vous livrer, à partir de ce patient qui est asthmatique de naissance, depuis la naissance, que quelques vignettes cliniques qui vont avoir pour but précisément de montrer une clinique à l'épreuve de ces concepts de la psychosomatique relationnelle. Alors, c'est dans le cadre d'une errance thérapeutique que X va s'adresser à moi, tant bien que mal, car perdu dans le temps et l'espace. Il apparaît au début par éclipse, justifiant toujours cette discontinuité par ou l'oubli du rendez-vous, ou la perte de sa carte vitale, ou des moments de fortes angoisses également, où il ne peut pas se déplacer, sortir de chez lui. C'est un étudiant en lettres, ça veut dire qu'il a une certaine érudition en matière de philosophie. D'emblée, profondément perturbé, et ça dès le premier entretien, on peut dire par son identité de visage, parce qu'il va confier cette difficulté à se reconnaître dès le premier entretien. Et il va attribuer ça, je vais lui demander un peu de préciser qu'est-ce que ça veut dire, cette difficulté de se reconnaître. Il va attribuer ça aux conséquences de pensées obsédantes qu'il rumine, surtout autour de sa légitimité d'être, d'exister. Et il va dire de ne pas avoir le droit d'être, d'exister en fait sans avenir, et d'être toujours dans la crainte d'être abandonné, notamment dans sa vie amoureuse, pour finir, comme il dit, toujours en dépression. C'est-à-dire il est toujours abandonné. Toutes les filles qu'il a pu rencontrer, ça s'est passé comme ça. Alors pour proposer justement une image de cette relation au miroir dans ce contexte,
Il va me raconter à propos de sa petite amie actuelle, puisqu'il a une petite amie, émue par cet investissement du double identificatoire, que les dessins qu'elle effectue et qu'elle lui adresse une fois par mois sont des autoportraits d'elle. Mais il va dire qu'il le représente lui. C'est son visage à lui en dessin qu'elle fait lors de tous ces autoportraits sans en prendre conscience, dit-il. On dit, il fait des autoportraits, son propre autoportrait qu'elle m'envoie, mais c'est moi, c'est mon visage. Alors, on voit bien qu'il y a là une sorte de, je dirais, de confusion et d'indistinction, comme si le visage de l'autre c'était le sien et le sien c'était le visage de l'autre. Alors, pour revenir à cette histoire du double narcissique, c'est l'organisateur psychique du 8e mois qui va mettre fin à ce double narcissique et qui va préparer à la reconnaissance de soi dans le miroir. Je ne rentrerai pas dans les notions de bidimensionnalité et de tridimensionnalité, parce que pour moi, le stade du miroir n'existe pas. C'est plus l'idée de la tridimensionnalité et de la question du corps, mais on y reviendra, si vous voulez, dans la discussion. Cet organisateur se nomme peur de l'étranger. C'est le visage de l'étranger qui va créer la différence et qui va provoquer une angoisse de différenciation ou de dépersonnalisation chez le bébé. À 8 mois, lorsque la maturation neuropsychologique a suffisamment évolué, il va y avoir cette capacité de discrimination et il va s'apercevoir qu'à côté du visage de la mère existe le visage de l'étranger. Donc on en a souvent parlé, c'est-à-dire à savoir, est-ce que c'est l'angoisse d'être séparé de la mère? En fait, ça n'est rien de tout ça, puisque lorsqu'on fait l'expérience, la mère présente ou la mère absente, l'angoisse est à son comble lorsque la mère est présente côté de l'étranger. Ce qui veut dire que le bébé a encore plus d'angoisse lorsqu'il a affaire à ces deux visages. D'où on peut considérer qu'il s'agit là d'une épreuve qui le confronte à la différenciation. Cette capacité à faire de soi de l'autre, ou de pouvoir, comme ça chez l'allergique, créer une indistinction, ça va tenir à 3 mécanismes psychiques très importants chez l'allergique, qui sont la projection, savoir ce qu'il faut entendre dans la projection, c'est un peu comme dans la psychanalyse, c'est-à-dire c'est récupérer les qualités saines du sujet pour les rabattre sur soi. Le deuxième mécanisme, c'est l'identification projective et réciproque, c'est-à-dire c'est la récupération des qualités de l'autre vers soi, mais à condition effectivement que l'autre aussi témoigne quelque part de cette identification réciproque et se laisse familiariser. Et enfin, le troisième mécanisme, qui accompagne toujours les deux autres, c'est l'idéalisation de l'autre, qui, dès le départ, va installer un moi idéal au sein d'une complétude. Ces 3 mécanismes psychiques chez l'allergique vont faire de l'autre soi et soi de l'autre. Et afin de maintenir ce double identificatoire et se reconnaître d'eux, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant dans les rêves des allergiques, ils sont toujours deux, il va toujours se représenter par un double. Il y a toujours un double dans le rêve, il s'agit de lui. Donc ça va être un visage qui devient tous les visages, et c'est le monde du semblable, de la non-différence ou de l'interchangeabilité. Un visage peut effectivement être investi de la même manière, à condition effectivement que ces 3 mécanismes soient possibles et accessibles. La projection psychique, donc, joue un rôle majeur au sein de la relation chez l'allergique. Et elle est à l'œuvre constamment pour rendre l'étranger familier, et lorsque justement il n'y parvient pas, cela va se solder ou par une crise allergique, c'est-à-dire une réaction biologique allergique, ou par cette fameuse crise d'angoisse qui fait allusion à ce sentiment de perdre soi en tant que personne, c'est-à-dire de se perdre en tant que visage, c'est-à-dire de perdre cette reconnaissance. Et ça, c'est au fond, on peut l'appliquer à toute forme d'angoisse, et surtout, actuellement, quand on a affaire à ces états de panique qui sont de plus en plus fréquents dans la clinique ou chez nos contemporains, c'est un peu comme ça qu'ils racontent les choses, c'est ce sentiment, je dirais, de foutre le camp, d'être totalement étranger à soi-même et de croire qu'on va mourir immédiatement en se perdant. Mais ça reste simplement
qu'une éventualité, puisqu'il s'agit simplement de croire, aller un peu plus loin, c'est véritablement se perdre, mais c'est arriver à la dépression. Donc le mécanisme de projection, ici, il s'entend, et il faut l'entendre comme ça, comme un processus d'objectivation de soi sur l'autre, en partie ou en totalité. Alors, la projection, on ne va pas pouvoir reprendre effectivement tout ce qui a été dit au sein de la psychanalyse, tout ce que peut apporter effectivement Sami Ali à propos de cette idée, mais la projection n'a pas été, je dirais, un mécanisme abouti dans l'œuvre de Freud. Il le reconnaît lui-même en disant que peut-être un jour on précisera davantage, mais Freud fait allusion à la projection, et il fait allusion à la projection défensive. C'est-à-dire qu'il va faire allusion à la projection défensive dans la psychose paranoïaque, et notamment à propos du cas Schreber, où il va utiliser cela, c'est-à-dire cette défense, pour maintenir un refoulement propre au désir homosexuel. Alors, cette projection défensive, qui consiste, comme dit Freud, à abolir ce qui vient du dedans pour lui permettre de revenir du dehors en créant une sorte de néo-réalité partiellement ou totalement, crainte ou rejetée à sa guise. C'est-à-dire que, pour Freud, c'est cette idée de ne plus avoir de lien avec la réalité pour ne pas avoir ce lien avec l'homosexualité. C'est-à-dire Freud choisit là aussi d'utiliser qu'une seule dimension, la dimension sexuelle. Mais, on va accélérer les choses, Freud admet aussi qu'il y a plusieurs formes de paranoïa, et il va en partie reconnaître, même s'il n'a pas abouti dans l'explicitation de ce mécanisme de la projection et qu'il a développé que la projection défensive, mais en même temps, c'est toujours le même principe, puisque l'inconscient chez Freud, il est toujours défensif, on se défend. Il s'agit effectivement de comprendre cette idée. Freud va quand même considérer qu'il y a une projection non défensive, et notamment il fera allusion, je dirais, au rêve, en considérant cela. Et puis il y a même de dimensions synonymes avec cette notion de déplacement, qui est souvent utilisée d'ailleurs par les psychanalystes, comme si le mot projection était interdit ou tabou. Il faut lire effectivement le travail de Sami Ali sur Schreber, qui, lui, a tenté peut-être, je dirais, de reprendre le cas et finit par démontrer que c'est pas qu'il y a eu ce fantasme chez Schreber du lien homosexuel, parce que tout part à partir de ce rêve que Schreber va faire, où il va se voir en femme, et Freud va partir de cette idée en considérant que c'est ça qui va mettre, je dirais, le branle à son organisation et qui va provoquer le délire. En fait, Sami Ali démontre assez bien que cette projection paranoïaque, elle existe avant même ce rêve. Et elle existe déjà dans les données fortement hypocondriaques, quasi paranoïaques chez Schreber, avant même d'aboutir au délire. Donc on ne peut pas partir simplement de ce point, je dirais, déclencheur, comme le pense Freud, autour du seul fantasme homosexuel. Ce qui veut dire que pour penser la psychose, on va utiliser une autre vision pour comprendre précisément, et vous allez voir que le cas clinique, il est assez révélateur, on va utiliser cette notion d'impasse de la pensée dans la psychose, c'est-à-dire l'impossibilité de penser une réalité issue de la constitution d'un espace-temps corporel. Alors c'est en ce sens où c'est ça l'originalité de Sami Ali, c'est qu'il va apporter la notion de l'espace et du temps et qu'il ne va pas s'en tenir à un espace et à un temps réaliste concernant les processus inconscients ou les processus imaginaires. Et effectivement, s'il en parle de dedans, de dehors, même comme Freud, quand il dit c'est aboli au dedans, ça revient du dehors, implicitement, on implique cette notion d'espace, c'est-à-dire dedans-dehors. La question de l'espace corporel, elle a été vite, je dirais, réduite sous l'influence de Fliss, puisqu'on est tombé dans le symbolique, et Fliss souffle à Freud que la droite c'est masculin, la gauche c'est féminin. Parce que si l'on parle de dedans-dehors, il faut bien admettre qu'au fond, il n'y a que le corps qui peut
se trouver d'être doté de ce pouvoir originel qui est fondateur de la limite et de facto de l'espace. Pourquoi ? Parce que le corps, du point de vue de sa réalité, c'est un espace. Et donc, vous allez comprendre que c'est un espace et que ce sera finalement un corps qui va servir de schéma de représentation. C'est-à-dire à savoir, si je sais que je suis dans l'amphi, pas en dehors de l'amphi, ça veut dire que j'ai intégré que j'ai un dedans du corps et un dehors du corps. Et c'est à partir de cette capacité concrète que je vais avoir le pouvoir psychique, bien sûr lié au corps, pour projeter ses limites et définir un espace. Le gaucher ne peut pas organiser son espace comme le droitier, et ainsi de suite. Donc c'est le corps qui va servir de schéma organisateur, et c'est la projection qui va se charger de créer ce que Samy appelle l'espace imaginaire. Alors, si l'on admet avec Samy Ali que cela relève d'une pensée créatrice de l'espace et du temps, avec le corps comme schéma de représentation, alors ces notions perceptivo-sensorielles du dedans-dehors sont fondées par le corps réel et sont projetées pour créer l'espace de la représentation. Cela va devenir donc, en termes de pouvoir définir la psychose, c'est donc mettre hors de soi, soi-même, dépossédé de soi-même, c'est devenir autre sans lien avec soi-même. Autrement dit, la forme intérieure devient par projection massive la forme extérieure. Et il n'y a ni dedans, ni dehors. Il y a un dedans qui est un dehors et un dehors qui est un dedans. C'est une manière aussi d'éviter la relation au réel, c'est une coupure avec le monde extérieur en créant justement cet espace imaginaire si particulier où la différence dedans-dehors n'existe pas et où le dedans étant dans le dehors et le dehors étant dedans, c'est un espace d'inclusion réciproque, à l'image des poupées russes. Une chose est à l'intérieur de la même chose et ainsi de suite, ou à l'image de deux miroirs qui peuvent se refléter jusqu'à l'infini. Donc c'est un espace sans limite. En partant de ce phénomène d'indistinction et de ce point de vue, il existe donc, entre ce qu'on avait dit sur l'allergie et sur la psychose, une extrême proximité, cette histoire d'indistinction sujet-objet, cette histoire d'indistinction soi-l'autre, ça appartient aussi bien à l'allergie, en tant qu'ombilique, point de départ, qu'à la psychose. Et il y a ce dénominateur commun, on peut effectivement le concevoir. Alors, on va différencier les choses. Chez l'allergique, il s'agit d'une dépendance extrême à l'autre, sous différentes formes, sous différentes modalités relationnelles. Donc, et si le problème dans l'allergie vient de n'être pas l'autre, ce sera ça son souci. Dans la psychose, ce problème il est résolu car il devient absolument l'autre, devenant autre de lui-même. Ça veut dire que là où l'allergique échoue, la psychose réussit. D'accord ? Du coup, il n'y a plus de symptômes allergiques lorsqu'il y a cette projection qui est à son comble et quand ça transforme toute la réalité. C'est très important de repérer cette corrélation précisément entre le symptôme organique et la possibilité de sortir de cette impasse en sortant de cette contradiction et en faisant que la contradiction ne soit plus une contradiction, c'est-à-dire que le contradictoire ne soit plus contradictoire. Dans la psychose, la projection est ce qui permet, quand elle est absolue, de se projeter en une totalité et de devenir le monde extérieur, à l'instar du rêve, de transformer, de transfigurer la réalité. C'est la création d'un espace où le contradictoire n'est plus contradictoire, comme dans le rêve. Freud disait, le rêve ne connaît pas la contradiction. Et effectivement, il n'y a pas de contradiction dans un rêve. Tout est possible. C'est exactement pareil dans le délire. Tout est possible. Dans la psychose paranoïaque, c'est donc la création d'un espace et d'un temps contradictoire où le dedans est le dehors et où le mouvement est fixité. C'est très important de parler de l'espace et du temps, parce qu'on ne peut pas dissocier l'espace du temps.
et on peut s'apercevoir, et si c'est dedans, c'est ce dehors, le mouvement, au fond, c'est comme s'il s'annulait, ou c'est comme s'il était pris dans une tentative de trouver une issue, mais il revient toujours au point de départ. Hein, c'est ça l'incarnation du temps, qui est le témoin du va-et-vient, hein, va se passer entre un dedans qui est un dehors. Le mouvement sans issue devient répétitif, réversible. Le va-et-vient finit par devenir le va qui devient le vient. D'où immobilité en quelque sorte. Et c'est ce qu'on peut considérer comme des répétitions d'automatisme. Si vous voulez, je développerai ça parce que c'est important de ne pas le trouver que dans l'allergique. Il y a aussi d'autres pathologies où cette notion de répétition d'automatisme est très présente. Alors, comment passe-t-on de l'allergie à la psychose? Pour faire simple, tout dépend de comment l'on bute sur la difficulté de faire naître cette identité ou de naître tout court, naître à sa différence, à une altérité constitutive d'une conscience subjective incarnée par un corps qui n'appartient qu'à soi. C'est l'équilibre relationnel au sein de l'altérité qui permet un accès à son identité. Le moindre contradiction relationnelle, et là je vous renvoie aux théories de la communication de Palo Alto, pourra bloquer précisément la relation, à partir du moment où elle est contradictoire, et la condamner à une impasse relationnelle vis-à-vis de laquelle on a plusieurs possibilités. Soit on s'adapte, et c'est le banal ou la dépression essentielle. Le cas de Hélène Baudouin était tout à fait représentatif de cette dépression essentielle ou du banal. Soit on peut le manifester de façon symptomatique à travers la somatisation, soit on peut la dépasser en ayant affaire à la psychose ou aux maladies somatiques graves et la plupart du temps irréversibles. Ce sont trois modes relationnels qui peuvent coexister ou alterner. Tout va dépendre du destin relationnel. Et c'est dans ce sens que notre cas clinique est exemplaire. Pour revenir à X et à la problématique du visage, la difficulté durant les entretiens va être d'abord de pouvoir voir son visage. Parce que soit il baisse la tête fréquemment, il parle comme ça, soit il tourne la tête en regardant la pièce que j'ai derrière, comme ça. Il parle comme ça, il regarde, il parle comme ça, on ne peut pas voir son visage. Alors, quand je soulève ce problème, je lui fais la remarque, disant qu'il a énormément de mal à regarder les autres dans les yeux. Il dit « Regarder dans les yeux, c'est risquer d'être détruit par le regard de l'autre. C'est le regard d'autrui qui nous révèle à nous-mêmes. Tant que l'on vit dans la solitude, on s'épargne de l'éprouver. J'ai une conscience forte, trop aiguë du regard d'autrui, et cela m'entraîne avec violence dans des sentiments de honte. » Alors bien sûr, vous avez compris qu'il s'agit là de son propre regard sur lui-même, identique d'ailleurs à ce qu'il suppose depuis toujours être, et cela à partir du regard des autres de sa famille, auquel il a toujours adhéré pour être cette image du bébé fragile, né prématurément, toujours malade, né prématurément par césarienne, c'est important, séparé dès la naissance de la mère, ça a duré 1 semaine à peu près, et on peut considérer qu'il y a déjà là une naissance traumatique. Dès le début de son histoire, on va s'apercevoir aussi que absence et présence vont se confondre. Il sera souvent malade dans l'enfance, posant des problèmes de santé émaillés par des troubles comportementaux importants, avec de nombreuses prises en charge psychologiques, psychomoteurs et psychiatriques. Il est dyspraxique et gaucher, et il s'est contrarié lui-même pour obtenir la capacité d'être ambidextre. Pour lui, c'était important d'être ambidextre, il fallait qu'il arrive à écrire des 2 mains ou à faire les choses avec les 2 mains, aussi bien la droite que la gauche. Ce regard négatif auquel il fait allusion va entraîner toute une culpabilité d'exister.
et ayant une naissance traumatique, bien entendu. Dès lors, comment être sans être pour éviter la culpabilité et la dépression? Être sans être, c'est déjà une contradiction majeure, et vous allez voir qu'elle passe cette contradiction majeure également par le visage de soi qui est le visage de l'autre. Alors, X va raconter, alors qu'il était enfant, vers 5-6 ans, pour Carnaval, il se déguise. Arrivé face au miroir, il dit avoir ressenti un état de dépersonnalisation intense. Enfin, il ne dit pas dépersonnalisation, mais il parle d'une angoisse massive. Car il ne se reconnaissait pas. Comme si ce n'était pas lui dans le miroir, chez lui, le sentiment d'être soi s'objectivait donc à partir du déguisement et non pas de soi. Donc, comme si on devenait les yeux de l'autre. Et il fut normal de ne pas être reconnu par les autres, puisqu'il est déguisé. En fait, il ne se reconnaît pas parce qu'il est devenu l'autre. Important ça. Alors je lui demande en quoi il s'était déguisé. Il me dit en policier. Je reviendrai sur cette idée. Il me dit qu'à la même époque, c'est-à-dire vers 5, 6, 7 ans, il avait des tocs très importants, et il se lavait les mains sans cesse, toute la journée, dès qu'il avait affaire à un poulet. Alors je lui demande, se laver les mains après avoir touché le poulet? Il me répond que non. C'est à la vue que revenaient ses obsessions. C'est-à-dire il suffisait de voir. Ce qui veut dire que, au fond, voir et toucher était condensé, c'est-à-dire le visuel devient tactile, et ça, c'est une confusion parce que c'est perdre la différence entre près et loin. Et vous vous souvenez que Jackie Garonne nous avait parlé de cette idée, effectivement, du bébé, qui, au départ, pour saisir un objet, va avec ses yeux suivre sa main, et puis à un stade plus évolué, il va viser l'objet pour diriger sa main avec les yeux, où il peut condenser le visuel et le tactile. La difficulté d'être est corrélée donc d'emblée au traumatisme de la naissance, et bien sûr synonyme de respiration. Le traumatisme, il est à considérer comme une situation d'impasse de la pensée relationnelle, où le contradictoire réside dans le traumatisme de la naissance, c'est-à-dire le fait d'exister et de ne pas exister, ou d'être désiré et de ne pas être désiré, en même temps. On ramène un rêve, et le rêve, c'est celui-ci. Il discute de suicide sur un toit avec sa mère et se demande si en se cognant la tête, il va mourir. Sa mère lui explique dans le rêve que oui, s'il tombe contre le toit avec la poutre au milieu de la mâchoire. Et si ça se passe, et si la mâchoire est ouverte par la poutre, alors ça fait mourir. Il me dit que ce n'est pas un cauchemar particulièrement. Il dit d'ailleurs que c'était une discussion anodine et banale, sans affect, où sa mère lui explique les choses comme ça. Alors je lui demande comment, il m'explique que le toit ou la poutre serait entre ses dents. C'est assez particulier quand même ce rêve. Alors la chute ou bien le traumatisme entraîne donc, on voit bien dans le rêve, le blocage de la bouche, donc de la respiration. Il est asthmatique dès la naissance, faut le savoir. Cette discordance des affects est subordonnée à l'état émotionnel contradictoire dès l'origine, mettant entre parenthèses l'identité du sujet, depuis éclipsée. La relation émotionnelle autour de la naissance est contradictoire, et la respiration aussi. Puisque vous savez que c'est un peu ça l'asthme, c'est confondre inspiration et expiration, c'est ne pas pouvoir sortir l'air. Cet affect contradictoire
issu d'une relation contradictoire, va jalonner d'ailleurs toutes les expériences futures, ainsi que la forme verbale du patient, sous la forme du paradoxe. Alors je reviens sur le premier rêve. Le premier rêve. J'étais avec ma copine, nous étions comme dans un film de Bergman. On discutait ensemble. Il y avait ma mère qui était comme la mère dans Sonate d'automne. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est une mère très austère. Ma copine prépare un film dans le rêve. Et ma mère et elle disent que le scénario du film allait être modifié. Mon frère était présent, il essayait de draguer ma copine, je suis énervé, je pars et je me retrouve face à un lit avec un cube au milieu. Alors on pourrait croire que ce rêve révèle une simple rivalité avec le frère autour d'un enjeu sexuel, qui est important de retenir parce que vous allez voir la suite. Mais plus que ça, il s'agit de perdre un visage, celui de la mère comme celui de la copine. Il se retrouve objet sans visage, un cube parfaitement symétrique, c'est-à-dire un objet qui n'a pas d'existence en dehors, je dirais, du double matériel tel qu'il est perçu, tel que X se trouve être sans l'autre. Il n'est plus qu'un objet. C'est pour ça qu'il a affaire au cube. D'accord ? Ça veut dire que quand il est seul, quand il n'y a pas l'autre, il est un objet. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un objet quand il est avec l'autre. Mais il a suffisamment de mécanismes délirants, vous allez voir, pour donner un peu le change sur d'autres registres. Pour revenir sur l'enjeu sexuel, ses rêves et sa réalité sont habituellement nourris par une histoire qui se serait passée dans la réalité, qui va servir en quelque sorte de scène primitive, qui est tout le temps révélatrice de cette non-différenciation soit l'autre. Et vous allez voir que la symbolique sexuelle va être très utile pour repérer finalement cette absence de différence. Voici l'histoire. X a une sœur de 4 ans de moins et un frère de 4 ans de plus. Celui-ci, l'aîné, entretient avec sa sœur des jeux sexuels avec la petite sœur dès l'âge de ses 7-8 ans. Celle-ci, à l'âge de 9-10 ans, s'est mise à se plaindre. Les parents, au début, se sont moqués d'elle, le frère a nié, les parents ont tout fait pour éviter le drame familial avec l'intervention de la police, du tribunal. Ils ont tout fait pour la dissuader de porter plainte à la police, selon X. X, au départ, a été solidaire avec le frère et a menti sur ce qu'il savait. Mais pris de remords pour sa sœur, il s'est ravisé et a décidé de se porter témoin. Alors, ça c'est une histoire très très importante qui va souvent rabâcher ou qui va infiltrer pas mal d'autres histoires, mais c'est ici qu'il redevient le coupable de partout. C'est une espèce de carrefour relationnel dans lequel il se trouve être au centre. Mais évidemment, cela va, dit-il, le torturer, cette culpabilité, et conditionner d'ailleurs toute son adolescence. Coupable vis-à-vis du frère qui trahit après lui avoir donné sa parole, coupable vis-à-vis de la sœur qui l'accuse d'avoir tout vu, coupable vis-à-vis de ses parents et de son père qui a toujours peur, son père, que l'on parle de cette histoire, encore aujourd'hui. Sa mère va le culpabiliser à cette époque sur le sort du frère, ton frère va aller en prison, sur le sort du couple, nous allons divorcer, s'il venait à en parler ou à remettre cela sur le tapis. Et elle lui garderait rancune, selon lui. Et depuis, non seulement à cause de cette histoire, dit-il, elle le méprise, mais redoute encore aujourd'hui, chaque fois qu'il est hospitalisé, qu'il en parle, selon lui. À cette même période, il est la proie d'angoisses terrorisantes, faite de fascination et de dégoût, entraînant des idées de mort. La période d'entrée dans l'adolescence est accompagnée de boulimie. Il devient obèse et va donc renforcer les moqueries de l'entourage et sa solitude. Il aura pendant un certain temps un trajet toxicomaniaque et une addiction à l'alcool. Il dit « je vomissais comme un punk debout ». Il est assez fier de dire ça.
La rencontre avec les psychiatres se fera dans cette période. Les prises en charge ont toujours été écourtées et nombreuses. Il accusera sa mère pour son attitude contradictoire, à savoir qu'elle proposait la consultation pour chaque fois dire que le psychiatre avait toujours tort dans la mesure où le psychiatre le reconnaissait malade. Donc elle l'amenait chez le psy, mais pour entendre qu'il n'était pas malade. Elle me faisait faire des QI qui la contrariaient, car les scores étaient très bons, mais malgré cela, on me conseillait toujours de faire une psychothérapie. Il décrit d'ailleurs sa mère comme dépressive chronique, et c'est dit sans doute pour cela qu'elle cherche toujours à me rabaisser, y compris sexuellement. Si ses petites amies le quittent, c'est qu'il n'est pas bon au lit, ou qu'il a un Oedipe refoulé, lui dit-elle. Ce regard négatif de la mère fait miroir avec son propre regard. Il se reconnaît à travers elle, sans pouvoir se reconnaître lui-même. La relation avec sa petite amie sera un contradictoire du même ordre. X fera allusion chez elle à ses troubles de l'humeur, auxquels il reste suspendu à cette angoisse d'être quitté. Elle me téléphone en larmes pendant des heures, me demande plusieurs fois si je l'aime. Aussitôt que ma réponse la calme, elle dit le contraire, disant qu'à tout moment elle peut partir changer de vie. Ce changement extrême me fait ressentir une émotion profonde et ça joue comme un traumatisme. Il m'arrive de péter les plombs. Parfois cela va d'une forte exaltation, je me shoote au soda et cela m'excite et me crée des insomnies jusqu'à aller au désir de suicide. Je ne le sais pas très bien, comme si j'étais encore une victime. On voit bien ici comment l'allergie est adossée également à la bipolarité. Faire un avec l'autre reste le seul fonctionnement médian possible, un centre où sujet égale objet, dedans égale dehors. Miroir où se contemple l'être qui est un miroir à l'infini, c'est l'espace d'inclusion réciproque de Samiali. Regardons d'un peu plus près ce fonctionnement lorsque cet espace d'inclusion est contrarié jusqu'à devenir une impasse, et ici une impasse qui va être mise entre parenthèses afin d'aller au-delà des parenthèses, en deçà ou au-delà des parenthèses, c'est-à-dire face à des fonctionnements bipolaires. Dans ce cas précis, ces fonctionnements vont osciller entre ou la culpabilité, la honte, la ruine de soi, quand il s'agit de perdre l'autre, comme sa petite amie, qui va entraîner sa perte à lui, puisque c'est la même chose. Et ça va l'entraîner vers la dépression. Soit, tout au contraire, des périodes d'exaltation en quête de justice et de courage pour réhabiliter son image auprès des autres. Ça, c'est un peu le versant, dépressif et le versant exalté. Alors que depuis un petit moment, il avait disparu de la psychothérapie à cause d'un état dépressif consécutif à une dispute assez violente avec son ami, dû au fait qu'après lui avoir demandé au téléphone si l'an prochain ils continueraient à être ensemble, elle lui aurait répondu qu'elle ne pouvait pas savoir pour le moment. Et là, il a arrêté les séances. Il n'est plus venu pendant un certain temps. Il s'explique. Cela m'a contrarié. J'ai été assez énervé, assez dur, pas normal, et après j'ai été dans un état tellement mal que j'ai appelé une ex-copine pour prendre un café. Et je l'ai dit à ma copine, et elle m'a dit « ok ». Et puis j'ai tout de suite changé d'avis. J'ai crevé de culpabilité à propos de ça. J'ai cru réavoir les signes de la chlamydia. La chlamydia, c'est une maladie sexuellement transmissible. J'ai fait par 2 fois les tests. C'était absurde de faire ces tests. Un sentiment de culpabilité immense d'avoir envisagé de prendre un café avec cet ami que j'ai tout de suite blacklisté, comme si j'avais fait quelque chose d'affreux, comme si je l'avais trompé. Sans distance, on voit qu'il est sans distance, il nécessite toujours cette présence constante, et l'absence le néantise totalement. Il se précipite d'ailleurs tout de suite sur l'interchangeabilité en appelant l'autre copine, mais évidemment la différence va lui apparaître et ça va réactiver des angoisses majeures avec cette culpabilité de fond. Il ne peut être en fait que dans un rêve, une sorte de rêve éveillé que la projection se charge de créer. Ainsi, la trahir, c'est penser d'abord à sa place, c'est supposer être sous le regard négatif de l'autre, encore une fois,
car lui, éventuellement, ne pense pas la même chose. Mais il est impossible de concevoir la différence chez lui, impossible d'avoir accès à cette liberté. C'est une impasse de la pensée entre perdre soi dans l'autre et perdre l'autre qui est soi. La culpabilité d'exister provient précisément de cette impasse où la différence est là et ne doit pas être là. Donc ça veut dire qu'il est coupable d'exister comme coupable de ne pas exister. Et là, on va peut-être voir le versant un peu plus maniaque, justement, de cette culpabilité de ne pas exister qui va engendrer cet autre versant de la maniaco-dépression, cette forme d'hypertrophie un peu du moi où il va y avoir une démultiplication des objets et une sorte de, je dirais, d'accumulation, de sommation. Il raconte un souvenir d'enfance qu'il a toujours retenu. Alors qu'il se promenait avec sa mère à l'âge de 6 ans, un chien s'est approché d'eux et il l'a fait fuir. Lui, il l'a fait fuir, le chien. Sa mère lui aurait dit « Tu es Zorro ». Cette phrase restera un leitmotiv pour lui et il va demander à sa mère durant plusieurs années « Dis-moi que je suis Zorro ». Jusqu'au carnaval où il s'est déguisé en policier. De nombreuses histoires passées et présentes auront l'allure d'une satisfaction mégalomaniaque propre aux justiciers. Cette notion de justice, et effectivement de justice courageuse, il va apporter quelques témoignages. Il raconte que dans l'enfance, il avait pu renseigner sa mère sur les abus sexuels que l'on faisait subir à son camarade de classe, comme il dit, également l'avoir alerté un jour lorsqu'une jeune fille était en bas dans la rue en train de se faire violer. Sa mère fut contente de lui, dit-il. C'est la création d'un espace de reflet qui mène au moi idéal ou à la complétude, une sorte de figure maternelle plus respirable. Très dernièrement, il va faire allusion lui-même à un état de confusion pendant plusieurs jours où il va aussi me raconter là qu'il va avoir failli se battre par 3 fois en 24 heures. Alors, je vous raconte tout ça pour que vous repériez bien cette projection psychotique. Dans l'ordre des événements se sont succédés ainsi. Il faisait l'amour chez sa copine, et le voisin s'est plaint du bruit. Il tapait au plafond, et lui a fait l'erreur, dit-il, de lui répondre en tapant sur la fenêtre. Le voisin est descendu, devant la porte très menaçant. X aurait à ce moment-là téléphoné au propriétaire, puis au syndic, et enfin ça a réussi à calmer les choses. Alors, effectivement, c'est une histoire qui a un petit côté incohérent, avec une sorte de fin un peu incohérente. Mais, le même jour, autre péripétie, X va se trouver dans le tramway, proche de lui un homme noir assez grand et costaud, accompagné de sa femme, portant un bébé dans les bras, qui s'amusait à tapoter avec le téléphone de sa mère, une vieille dame passagère. Alors que l'enfant semblait menaçant avec le téléphone, X va intervenir sèchement en disant non à l'enfant. Le bébé effrayé s'est mis à pleurer, tout le tramway a été outré, et le père a pris cela comme une sorte de provocation. Ça a créé un malentendu, il a voulu lui casser la figure, et il lui a promis de le retrouver à la sortie du tramway. Le même jour, il est assis à un café et assiste à une scène de vol. Je vois un black qui part à vélo, un autre l'attrape, fait tomber le vélo, et là je me suis interposé, alors qu'ils rentraient tous les deux dans une boutique gay. L'autre récupère le téléphone, ils se disputent dans le magasin, et le black accuse son agresseur de l'avoir touché sexuellement. Le black continue d'argumenter. « Oui, il m'a touché sexuellement. » Et puis je demandais à l'autre si c'était vrai. Mais l'autre ne répondait pas. Je dis « Mais pourquoi vous ne dites pas non à ce que le black dit ?» J'ai compris finalement qu'il lui avait loué un appartement et que quand le black est venu, il lui a dit « Reste en caleçon » et il a touché l'autre qui est parti puis qui est revenu. C'est aussi une histoire un peu invraisemblable où il y a toujours quand même cette dimension sexuelle dans ses propos, dans ses fantasmes. X a fini par se perdre lui-même, d'ailleurs dans ce discours labyrinthique, pas trop compris l'histoire.
Ces histoires pseudo-délirantes qui alternent entre dépression et excitation montrent de façon transversale comment la pensée exhibe ce qu'elle renferme et cache ce qu'elle montre. Cet ombilique sexuel existe dans chaque histoire où tout est dans tout, la conséquence de l'impossible différence soit l'autre, se heurtant à la différence sexuelle, évidemment la plus visible, la plus concrète, la plus symbolique. Chez X, le dedans se confond avec le dehors, l'inspiration avec l'expiration, la droite avec la gauche, l'autre avec soi, lui avec sa mère, et dans toutes ces histoires, ce qui lui arrive, la tragédie est au début comme à la fin. Cette relation d'inclusion réciproque est souvent chez l'allergique en deçà de l'élaboration délirante, si elle ne se heurte pas au contradictoire irréductible ou à l'absence de l'autre, car dans ces situations, la projection s'affaiblit et c'est la somatisation, ou alors, si au contraire la projection s'amplifie, c'est la psychose. Je conclus, c'est-à-dire ce qu'il faut entrevoir dans cette observation, c'est cet aspect d'abord multidimensionnel de la pathologie, avec cette variabilité symptomatique. On passe de l'asthme au délire, aux troubles de l'humeur, à la paranoïa. Toutes ces pathologies existent à partir de situations relationnelles en prise avec un fonctionnement psychique, lui-même en prise avec l'impensable de la relation. Donc, on voit que dès l'origine, la contradiction propre au traumatisme de la naissance, il existe, il devait exister, il ne devait pas exister, il est désiré, il n'est pas désiré. Ce contradictoire-là relationnel va rester quelque chose qui va conduire à être à la fois lui-même toujours contradictoire et établir des relations qui seront toujours contradictoires. Ce contradictoire, il s'arrange grâce à l'élaboration psychotique à faire qu'il n'y ait plus de contradiction, puisque dans le délire il n'y a pas de contradiction, et en même temps ça le met à l'abri de son asthme. Par contre, quand il est à court de cette possibilité, on voit tout de suite des crises d'asthme ou d'autres symptômes physiques réapparaître. Voilà, je vous remercie. Et voilà, ça vous permet de comprendre.